Salut à tous, on se retrouve pour la partie 2 de mon petit cours sur les tips. Donc, je vous invite à voir la partie 1 sur tous les tips techniques qu'on a vus pour pouvoir sortir des micro-limites. Donc c'est un petit peu sur mes 3-4 dernières années d'expérience, dont 2 où j'ai stagné en NL5, 10 et même 25. Tout ce que j'aurais voulu savoir, des petits tips de grind, de macro-gestion, de syncing, de travail du jeu. Donc je vous invite à voir la partie 1. Et on va se focus sur la partie 2 qui est aussi importante pour moi que la technique, car on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. La technique, c'est obligatoire de l'avoir, hein. Sans technique, on est rien. Mais si on n'a pas le mental et pas de bonne macro-gestion, bah, ça va diviser notre niveau technique. On aura beau être le meilleur techniquement si on grind sur le sol sans Wi-Fi et qu'on tilt dès qu'on perd un coup, vous n'allez pas durer longtemps dans le poker. Donc, cette partie macro-gestion et mentale est très importante, même en micro-limite. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle est une des plus importantes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on se forge, qu'on se construit pour être plus tard un joueur de mid-stake, 50, 100, 200, voire plus. Ça dépend ce que vous voulez faire dans votre carrière si vous en voulez une. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de mental et que vous ne savez pas vous organiser, vous n'allez pas faire long feu, ça c'est sûr et certain. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, bon, le premier truc bateau, les gars, c'est la fatigue et la gestion. Ça, voilà. Si vous avez la plupart des gens que je coach en micro-limite, c'est soit des jeunes qui ont, on va dire, moins de 25 ans et qui sont en études et qui veulent pourquoi pas, faire un projet poker plus tard, soit le profil, je vais dire, père de famille qui a un travail à côté. Et donc, vous êtes soumis à la fatigue, si vous avez des enfants, etc., à la gestion de votre énergie. Puisque quand vous rentrez du taf, souvent vous lancez des sessions le soir, etc. Et vous êtes fatigué, ça se pioue, etc. Donc ça, bon, je peux pas vous donner de conseils parce que moi-même, j'ai pas de famille par une copine, j'ai pas d'obligation fatigue. Je gère ma fatigue parce que je sais que mon pic d'énergie c'est le matin quand je me lève, mais comme je fais du poker à plein temps, j'ai pas cette fatigue du travail. J'ai connu la vie, prendre le tram pour le métro pour aller au travail, rentrer, mettre 1 heure, rentrer chez toi, t'as qu'une envie, c'est de pas faire de poker. Donc ça, c'est malheureusement de votre côté de gérer votre énergie et votre fatigue. Par contre, il faut en avoir conscience. Donc la phrase bateau de gérer sa fatigue, oui, ça sert à rien de le dire, mais avoir conscience de est-ce que je suis fatigué, est-ce que je suis rincé, est-ce que je suis déjà en tilt de ma journée avant même de commencer le poker, lancez pas de session, ça sert à rien, ou alors lancez de la NL2, ou faites-vous plaisir avec un expresso et un tournoi, un petit MTT quoi. Mais ne grindez pas du cash game sérieusement si vous êtes déjà tilté avant même d'avoir commencé. Pour un peu lutter ça, je vous conseille des petites sessions, 30 minutes, 40 minutes, avec une pause. Bon, c'est le truc bateau. On va essayer d'aller voir des choses un peu plus concrètes quand même. Euh, le nombre de tables, on l'avait vu dans la partie technique. Je vous conjure même, je vous conseille, si vous êtes en micro-limite et que vous voulez progresser, 4 tablings max, maximum. Sinon, plus de tables, vous n'avez pas les compétences de thinking process pour progresser. Vous allez jouer robotique. Et quand on joue robotique, on stagne. Ça veut dire qu'on joue ce qu'on sait faire. On clique, on se fait plaisir, mais on ne progresse pas en grindant beaucoup de tables. Moi, je trouve que c'est. Il y en a qui disent qu'on progresse beaucoup en grindant. C'est vrai que si on joue peu de tables et qu'on se donne le moyen de réfléchir. C'est pareil aux échecs. Vous faites une partie de belette en 30 secondes, vous n'allez jamais progresser là-dedans quasiment, à part en réflexe et en clic. Mais si vous voulez progresser dans la compréhension, par exemple, des échecs et tout ça, il faut faire une partie de 5, 10, 15, 1 heure, où on peut réfléchir, s'il le faut, 20 minutes sur un coup. Et là, on va progresser, on va réfléchir, on va trouver des schémas de jeu, comme au poker, des branches, etc. Jouez 4 tables. Si vous avez des objectifs poker et que vous voulez sortir des micro-limites, vous jouez 4 tables max, même voire 2, et vous faites votre thinking process à fond. On priorise le win rate au volume. Vous êtes en NL10, on l'a déjà dit dans la précédente vidéo, vous n'êtes pas là pour faire un complément de revenu à ses limites. Quand vous battez la 10, bien sûr que vous pouvez sortir 200, 300, 400 euros par mois, mais ce n'est pas votre priorité. Normalement, vous êtes soit en études, soit vous avez un taf qui vous rapporte, j'espère, 10 fois plus que le poker, que la NL10 en tout cas. Donc, vous n'êtes pas là pour gagner de l'argent. Certes, il va falloir monter sa roll, mais cette augmentation de roll va se faire parallèlement à notre niveau. C'est pas je vais essayer de grinder le plus pour vite monter ma roll. Si, il faut jouer peu de tables pour avoir augmenté son niveau technique, son thinking process et le win rate, et la roll suivra comme votre progression. Je vous remets la courbe de l'apprentissage, si je la trouve.
j'avais pas prévu de la montrer, mais voilà. Votre courbe d'apprentissage, elle doit euh, monter crescendo avec votre apprentissage. Vous devez réviser pour ne pas tomber dans l'oubli, ce qui est la vallée de l'humilité, la courbe de l'oubli, et vous devez consolider vos acquis en jouant peu de table, alors que si vous êtes en autopilote, vous serez toujours à un niveau stag, peut-être un peu up, un peu down. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on sortira des micro-limites. À jouer 8 tables en autopilote et appliquer des stratégies bêtes sans les comprendre. Ça va peut-être marcher, mais à un moment, les gars, il n'y a pas de secret. C'est le thinking process corrélé avec nos connaissances techniques qui font de nous un bon joueur de poker. Table select, très important. J'ai regardé l'autre jour des datas. Je vous invite d'ailleurs, si vous connaissez pas Poker Crusher, non, pas ça, ça c'est le CFP. Le Poker Crusher, c'est un Discord de deux grinders qui font beaucoup de MDA, donc de data analysis en masse de mains. Donc ils prennent 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 100, 600 millions de mains et ils analysent les datas du field avec des outils comme End2Note. Et ils avaient publié les win rates des fiches par position et et par, euh, je vais trouver pas position, par VPIP. Donc, on voit que la représentation des fiches, les baleines, ce qu'on appelle des baleines 70 des VPI+, sont très rares. Elles représentent seulement 5% des fiches. La plupart des fiches que vous allez trouver, c'est des 30-40 VPIP, 40-50. Et on avait regardé, ils ont montré que les win rates, je vous laisserai aller voir sur leur Discord, un fiche qui gagne 20, 30, qui est 20-30 ici là, pardon, je reprends, un fiche qui est 30-50 de VPIP, ils perdent en général 30 BB100, ce qui est pas mal, mais des baleines ici perdent presque proche 100 BB100. C'est-à-dire qu'en 100 mains, ils perdent une cave. Donc, ensuite, ils ont montré que si vous n'êtes pas directement à droite d'un fiche, donc le fiche qu'on va retrouver le plus, ça sera le fiche 30-40 VPIP, si vous êtes à plus de 2 positions de lui, ça sert à rien de jouer la table et qu'il n'y a que des règles à la table. Ça sert à rien de la jouer parce que vous allez perdre de l'argent. C'est-à-dire que le rake n'est pas battable si le fiche est un fiche 30, 40, voire moins de 30 de VPIP et qu'il est loin. Donc c'est vraiment bien de le savoir maintenant. Si vous n'avez pas un fiche directement à votre droite ou à 2 positions, vous pouvez quitter la table s'il n'y en a qu'un. En micro-limite, il est largement possible, en NL10 surtout sur les sites qui tournent tout le temps comme Winamax et PokerStar, où il y a vraiment beaucoup de trafic, de trouver des 3, 4, 5 récréas par table et évitez absolument le battle reg. Vous n'êtes pas là pour tenir le lobby de NL10, il y a tellement de mains, tellement de tables. De toute façon, si il vous reste vous et le reg, vous partez. Vous ne ferez pas d'argent à jouer un reg en micro-limite. Et bien avoir conscience de plus le fichier est loin, plus vous perdez à rester à cette table. Quittez-la tout de suite. L'observation, quand vous jouez 4 tables, c'est la chose qui va être la deuxième plus importante après votre technique. Ça veut dire qu'il va falloir observer, ensuite prendre des notes. C'est-à-dire qu'on a 4 tables, on a le temps. Je vois souvent des gens, quand ils n'ont pas de. Ils ont 4 tables, ils n'ont pas de coups, ils regardent à droite, les machins, ils déplient sur Wina un peu le machin, ils regardent par la fenêtre, je ne sais pas ce qu'ils font. En tout cas, vous n'observez pas, enfin, c'est pas une compétence que vous avez en micro-limite, d'observer ce que font les autres à la table quand vous ne jouez pas. Quand vous ne jouez pas, voilà, vous faites, je ne sais pas ce qui vous passe par la tête, vous êtes là sans être vraiment là. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est quand vous n'avez pas de main, on regarde le fiche, on regarde où il est, on regarde ce qu'il fait, est-ce qu'il donc bête, ses size d'open, on essaie absolument de trouver des showdowns, et après, on va essayer de mettre une stratégie en place pour le jouer. S'il n'y a pas de fiche ou qu'on regarde les gros pots entre règles, est-ce qu'on va pouvoir avoir des showdowns? Est-ce qu'il sait value? Est-ce qu'on l'a vu check back river des deux paires? Ça voudrait dire qu'il ne sait pas value river. Est-ce qu'il a peur des flushs? Vous le voyez check un brelan quand flush rentre. Enfin voilà, c'est des micro-détails qui vont nous donner des notes, qui nous feront augmenter nos win rates futurs lorsqu'on aura, plus on a d'infos, plus on sera bon contre eux. Donc toujours regarder en priorité ce que font les récréas et ensuite les règles dès qu'on ne joue pas. La prise de notes, c'est aussi un art. La plupart des gens, quand ils prennent une note, ils décrivent le coup. Open X, assez bête un tiers sur ce board-là, ils écrivent le board, a fait ci, a fait ça, a fait ça.
Une fois que tu as 10 notes, vous avez des pavés comme ça, et plus personne ne peut lire la note. Alors elle est super précise, hein, si tu la relis, tu te remets exactement le coup en tête, mais une fois que tu es in-game 2 mois après, la plupart des gens, ils ouvrent le pavé de notes, ils voient qu'il y a 20 notes, ils se disent, bon allez hop, il y a trop de trucs, je ferme. Ça c'est bien. Vous pouvez, par exemple, prendre un Paint, vous pouvez avoir votre carré de notes, écrire des romans pendant la session, mais après, si vous faites ça, voilà, vous avez joué une baleine pendant 1 heure, vous aurez forcément des lignes de notes, donc ça va remplir votre votre box. Il faut absolument qu'une fois dans la semaine, vous venez synthétiser ces notes, si vous prenez ces notes descriptives longues, pour qu'une note conduise à un exploit. C'est-à-dire qu'on transformera, par exemple, euh, il a fait ça, 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 ça sur ce board. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il avait peur de la flush? Est-ce que ça veut dire qu'il a surestimé sa top pair? Est-ce que ça veut dire... Et donc si au lieu de décrire le coup, on prend une note à peur des flushs qui rentrent, parce que la note de il aurait check à un moment une main forte parce que sur la flush, il ben, faut pas écrire il a check deux paires sur machin, machin. Il faut dire potentiellement a peur des flushs. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir le bluffer sur quand les flushs vont rentrer? Euh, voilà, faire des assumptions, des hypothèses, mais doit conduire à un exploit. Donc peut-être que l'exploit, ça serait quand flush rentre, je peux le bluffer parce qu'il va avoir peur, il va overfold. Il faut plusieurs notes pour être sûr de cet exploit, mais ça pourrait être mieux de prendre ce genre de notes que d'écrire les coups, etc. Et ça marche pour tout. Donc synthétisez vos notes une fois par semaine, ou alors vous avez la compétence de direct pouvoir la synthétiser in-game et ne pas la décrire euh, telle qu'elle s'est produite. Ok? Donc on trouve un exploit. C'est pas facile parce qu'il faut avoir connaissance de l'exploit. Si vous l'avez pas, si vous savez pas que contre un mec, il sait bet range et que d'un coup il sait bet pas, c'est peut-être des nuts. Si vous n'avez pas de savoir que c'est peut-être nuts, alors peut-être que dès qu'il va pas c'est bet, vous allez commencer à bluffer et vous allez run dans des trappes, par exemple. Donc il faut quand même avoir un esprit d'analyse et les compétences pour trouver l'exploit. Mais normalement, si vous réfléchissez, vous trouverez vous-même des exploits à des notes. Ok. Des tips, bah ça c'est, je pense que tout le monde le sait, mais je vois des fois des élèves qui le font pas. Quand vous êtes à une table et que vous voulez partir, faites toujours sit out next BB. Donc en français, si vous avez le soft en français, partir à la prochaine big blind tout simplement. Parce que quand tu payes ta blinde, en fait, tu as payé ton droit d'entrée pour faire un tour de table. Tu payes ta taxe et après tu as 5 positions, ou 6 ou 7 ou 8, ça dépend combien vous êtes à la table, à jouer gratuitement. Donc si tu payes ta big blind et que tu te barres hijack, bah, tu avais payé encore pour avoir l'UTG gratuit, la position d'après. Donc il faut vraiment jouer de toutes ses mains parce que tu les as payées. Donc toujours sit out next BB. Et un truc que je vois aussi, quand vous avez une table full reg, une baleine arrive, première main, il fait tapis, il se fait des stacks, et là c'est marqué sit out. Par exemple sur Winamax, il est encore là, le fiche, mais il a plus de sous, et donc il est plus assis à la table. Et là je vois les règles, des fois tous se barrent alors que le mec est encore assis. Donc il y a la probabilité qu'il soit en train de remettre sa CB sur le compte, ou qu'il soit en tilt, tu vois, qu'il ait lancé sa souris et qu'il soit parti 5 minutes, et après il va revenir à la table, se reasseoir. Il n'a pas vraiment quitté physiquement la table. Donc tant que vous voyez le mec sit out, attendez toujours 2-3 minutes, même s'il faut faire quelques tours de table contre reg, car il y a une probabilité que le fiche était juste en tilt, soit il est en train de remettre sa CB, soit bah, il était parti, je sais pas, dans la pièce d'à côté, et qu'après il va revenir remettre l'argent. Donc attendez vraiment qu'il quitte la table et qu'il n'y ait plus son image grisée sur la table. Donc ça, c'est des petits tips de macro-gestion qui vous aideront à mieux vous organiser in-game. Et pour ce qui est du mental, donc je suis pas coach mental, hein, donc c'est pas des tips non plus incroyables que je vais vous donner. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup fait dans ma jeune carrière, on va dire, c'est avec le recul, anticiper les spots qui te font tilt. Par exemple, hors de position, tu as 2-9 contre UTG en SB, bah 3 bêtes pas. Déjà, c'est même pas un 3 bêtes théorique. Tu as Roi-Dame ou As-Valet off en big blind contre un, je sais pas, même un cut-off.
bah, c'est peut-être des 3 bêtes des fois théoriques, mais est-ce que tu sais jouer As-Valet off hors de position? Est-ce que tu sais jouer 9-9? Est-ce que tu sais jouer Roi-Dame off? Si tu sens que en plus tu as un leak hors de position, c'est de mettre des 3 barrels, enfin que ça, tu spews ou que tu fais des mauvais calls, bah alors reviens directement au préflop et ne 3 bêtes pas. Tu colles ta bébé, tu fais comme tout ton field il 3 bête quasiment rien en big blind, parce qu'il a l'option de call, donc fais comme eux, colle les mains closes, ne 3 bêtes que les mains fortes. Et donc ça, avec ça, tu anticipes des potentielles erreurs que tu aurais fait hors de position, ou alors un tilt de te faire t'as As-Valet, tu floppes un board As-Valet, et puis le mec en face a As-Dame et tu prends deux paires, enfin voilà. Si ça peut te faire tilt, bah alors colle tranquille, c'est des petits conseils macro-gestion. Je te dis pas de coller les mains qui sont des 3 bêtes. Si t'as As-Roi, tu 3 bêtes, c'est trop fort, mais les spots close, les mains close qui sont EV0, EV un peu plus, n'hésite pas à les jouer de façon plus simple. De façon plus simple, c'est surtout ça en fait. Mettre un stop loss, c'est assez. Je le fais pas, mais si jamais vous perdez 5-6 caves en 100 mains ou 200 mains et que vous sentez venir le tilt, vous mettez un stop loss. Souvent, le sentiment de se refaire, c'est un faux bon ami parce qu'on se refait jamais. Si tu as perdu 6 caves en 200 mains, vu que tu es tilté, la probabilité que tu perdes encore plus est largement plus élevée que le fait que tu arrives à te refaire, comme on aime bien le dire. Donc, te mettre un stop loss quand tu perds trop ou peu. Imagine même, tu fais une session, ça m'est déjà arrivé, tu fais 100 ou 200 mains, tu te prends deux fois les as, les rois, machin, tu perds 5 caves en 200 mains. Vraiment la session tilt. euh, bon, c'était sûrement c'était ma limite haute en plus en NL100. J'avais perdu genre 600 balles en l'espace de 20 secondes que des bad runs. Je me suis dit, normalement il faut persévérer puisque qu'est-ce qui fait ton win rate? C'est le long terme. Si tu t'arrêtes après avoir mis 200 mains, tu ne pourras jamais atteindre le win rate. Par contre, comme je sentais venir le tilt, en me disant que là, de toute façon, j'avais déjà perdu 600 balles, même si on parle en cave, 6 caves en l'espace de 200 mains avec que des as, des rois, etc., que je pouvais rien faire, bah alors j'arrête pour la journée et ça me dérange pas de plus faire de poker de la journée et de revenir frais le lendemain. Par contre, ce qu'il faut pas faire, c'est l'inverse. C'est si vous gagnez beaucoup en 5 minutes et qu'on veut sécuriser ses gains, ça c'est un truc que je vois beaucoup et qu'on a tous un peu tendance à faire. Si vous prenez une tonne en 5 minutes, on a envie d'arrêter et de sécuriser les gains. Mais ça, sur le long terme, c'est juste du run. Ça veut dire que les fois où vous allez perdre, bah, vous allez perdre une tonne, et quand vous allez gagner beaucoup, vous allez gagner beaucoup. Mais ça s'équilibrera forcément. Vous ne pouvez pas sécuriser vos gains, puisque seule la variance mathématique, ça tend vers l'infini. Pour pouvoir battre cette variance, cette chance, il faut atteindre l'infini. Donc plus on tend vers le grand nombre de mains vers l'infini, plus on réduit la variance, et il restera véritablement notre win rate, notre niveau. Donc prendre 6 caves en 5 minutes, c'est pas notre niveau de jeu. C'est juste qu'on est en train d'avoir de la chance. Perdre une tonne en 2 minutes, c'est aussi de la malchance. Donc c'est les montagnes russes qui, sur le long terme, seront lissées. Donc ça sert à rien d'essayer de sécuriser les gains et de se barrer de la table quand on a gagné un 80-20 ou quoi, comme font les récréas. Parce que si vous revenez le lendemain, vous pourrez très bien les reperdre. Et tant que vous n'avez pas atteint ce long terme, rien n'indique votre niveau. Et il n'y a pas moyen d'éviter la chance. C'est surtout ça que je veux dire. On ne peut pas éviter la chance en quittant l'étape dès qu'on gagne. Voilà. Il y a un moment, ça tournera et vous perdrez, l'inverse se produira. Bien connaître son préflop. Donc, la plupart des erreurs que je vois en micro-limite, c'est des erreurs préflop. Des mauvais 3 bêtes contre récréa, des mauvais calls, etc. Je vous dis souvent que vous avez un GTO Wizard gratuit pour le préflop. Donc, vous vous loguez avec un Gmail, vous allez ici dans GTO Wizard, étudier, vous cliquez ici dans le carré, vous mettez seulement le préflop. Vous n'aurez pas toutes les limites parce que moi j'ai la version payante, mais vous verrez que vous aurez au moins la 25. Bah, c'est possible que là je sois sur la bonne version, ouais. Vous avez la V5, vous mettez 100 deep, vous mettez vos sizes d'open et vous avez le solver gratuit euh, pour le préflop. Donc ça c'est peu connu. Euh, C'est-à-dire que n'importe qui, même en NL2, peut jouer un préflop GTO. Bon, ça servirait à rien, mais vous avez accès à la formation, à l'information GTO gratuitement sur GTO Wizard à toutes les limites, même en NL10. Vous pouvez regarder comment le rake impacte
les open, vous pouvez regarder comment les sizing d'open jouent sur les ranges, etc. Il y a vraiment un travail intéressant à faire avec GTO Wizard gratuit. Comparer ce que le solver préconise de défendre et ce que vous pensez que votre field fait, vous verrez les différences. Il y a pas mal de choses qui vont vous sauter aux yeux. Je ferai peut-être un cours là-dessus pour vous montrer que même en NL2, il y a un intérêt, allez peut-être pas en NL2, en NL10, il y a un intérêt à aller s'informer sur la GTO du préflop pour mieux comprendre le jeu et savoir mieux exploiter assez les bits. Imaginons un grinder qui fait 3-4 BB100 sur sa limite. Si tu spews sans blinde, tu fais un mauvais pot 3 bêtes. Allez, disons à la river, tu es en pot 3 bêtes, tu es un board doublette, tu sais que tu as 0 fold d'équité, que si tu fais tapis, il va te call. Tu t'entêtes dans ton blind, dans ton bluff et tu perds 70 blindes river. Donc tu es un pot 3 bêtes, 70 blindes river. Bah, calcule combien il faut de temps de grind. Si tu as 3 BB100 en NL10, ça veut dire que tu gagnes 30 centimes toutes les 100 mains, ok? Donc 30 centimes toutes les 100 mains. Et toi, tu as spew 70 blindes. Donc 70 blindes divisé par... Ça doit être 23, je crois. Bon, là, j'ai pas le calcul en tête, mais en gros, tu fais 30 centimes toutes les 100 mains. Donc, combien est-ce que je fais pour gagner une cave? Et après, tu comptes, enfin, pour 70, tu fais ton produit en croix, et tu regardes combien de mains il te faudrait pour rattraper ces 70 blindes, ok? Et ensuite, tu convertis ça en combien de mains tu joues par heure. Si tu joues des tables classiques, tu vas jouer peut-être 250 mains par heure. Si tu joues en zoom, tu vas faire du 1000 mains par heure en 4 tabling. Donc tu regardes combien d'heures de grind il faut pour rattraper ton spew de 70 blindes et tu vas voir que souvent ça va faire 2, 3, 4, 10 blindes, 10 heures, pardon. Donc il va falloir que tu grindes 10 heures. Là, tes 10 prochaines heures de grind sont dédiées à regrinder ce que tu as perdu en faisant ton mauvais spew. Donc une fois que tu as conscience de ça, tu te tiens un petit Excel, tu mets tes spews. À la fin du mois, tu regardes combien de blindes tu as perdu en spew et tu te dis, bah là, j'ai grindé 24 heures. J'ai passé 24 heures de ma vie en micro-limite à rattraper ces spews que j'aurais pu éviter si je faisais pas ces calls de merde, ces 3 barrels pourris, si je savais. Tous ces spots où tu sais et que tu n'arrives pas à t'empêcher de call, et ben traduis-le en temps qu'il te faut pour rattraper cette erreur et tu verras, ça démoralise tellement que ça donne plus envie en général de spew. Et le dernier truc qu'il faut se dire, c'est bon, c'est des notions un peu compliquées, mais pour simplifier les calculs en poker, on dit souvent que le fold est EV0. Ça veut dire que tu as une action, tu as trois scénarios possibles. Soit tu bêtes et tu vas gagner ou perdre de l'argent, ça dépend de ce que vilain en face fait. Soit tu fold si la bête, ou tu check. Bah, le check ou le fold, c'est EV0. Ça veut dire que tu n'investis pas plus d'argent euh, que le bet peut te permettre de gagner ou de perdre. Ok, c'est l'un ou l'autre. Le check, c'est EV0 et le fold, pareil. Donc si tu es dans un pot et que tu es perdu river, le pot 3 barrels où il te reste 70 blindes river et tu sais pas s'il faut faire tapis, dis-toi que si tu give up ce spot, c'est EV0. Donc c'est pas EV0 en vrai parce que tu vas perdre l'argent que tu as investi pré-flop, flop turn, mais à un moment T, si tu regardes la river, tu isoles la river, si tu check ou que tu give up, tu ne peux pas mettre plus d'argent dans le coup, donc c'est EV0. Et donc souvent, ça peut te sauver d'un bet qui lui peut être plus ou moins. Mais s'il est moins, eh ben, il fallait mieux check. Ok, tu vas me dire c'est facile à dire, oui, mais si c'est une situation où river tu es dans le noir complet, rappelle-toi que 0, si tu check, c'est 0. En gros, tu ne peux pas perdre plus, mais tu ne peux pas gagner plus. Alors que ton bet, si tu fais un mauvais bluff, tu drops une tonne. Donc, euh, ne pas voir le give up comme vraiment un- une erreur. Si tu es perdu, là je te parle dans les spots où tu es perdu river, tu sais pas quoi faire, tu sais pas s'il faut faire tapis, prends l'option safe, tu check parce qu'il est rare que faire des gros bluffs ou mettre son argent dans le noir, ça soit une bonne idée. Alors peut-être que ça va marcher parce que ton field il est neat et il va trop fold, mais si tu sais pas pourquoi tu as mis ton stack river et que tu n'avais pas conscience ni de la fold équité, ni des ranges, que tu es dans le noir et que tu es perdu, give up tes bluffs, check tranquille jusqu'à que tu aies la compétence pour être sûr que ton bet est plus EV plus qu'un check. Et là, c'est intéressant de bet. Si l'EV du bet est supérieur au check, qui lui est 0, là, c'est intéressant. Si tu es dans le noir, tu check. Donc, c'était des petits tips mentaux et macro gestion.
qui peuvent vous aider en plus de la technique. Donc je vous invite à aller, je mettrai le lien de la vidéo sur l'un et l'autre, euh, pour les micro-limites, à vous aider à mieux vous situer, à organiser votre grind, etc., etc. Ciao, ciao.